Parlons un peu de linguistique, parce que réfléchir sur la langue, c'est important, ne serait-ce que pour démystifier la langue. Parce que les langues se corrompent. Quand François-Xavier Bellamy encense la langue, qui est le nec plus ultra de la réflexion, de la pensée, il fait fausse route. L'apprentissage de la langue, quand il est fait de manière stupide, c'est-à-dire mot par mot, et non pas par racine, par dérivation, etc., c'est n'importe quoi. C'est certainement pas ça qui nous apprend à penser. Alors je dirais d'une part que l'enfant, avant de mettre des mots sur les objets, il a une mémoire visuelle. Et d'ailleurs, par ailleurs, il aime bien dessiner. Donc il y a tout un champ de l'expression, de la pensée, qui ne passe pas par la langue, par une langue donnée. La mémoire visuelle, je peux visualiser une chaise, pas besoin de savoir comment elle s'appelle en anglais ou en russe. Et quand je dessine une chaise, pas besoin non plus de savoir comment elle s'appelle en chinois ou en hébreu. Donc, la plupart du temps, finalement, on ne se souvient pas de la façon dont on a appris la langue. La plupart d'entre nous ne s'en souviennent pas. Comment est-ce qu'ils ont acquis, constitué leur vocabulaire? Est-ce qu'ils l'ont fait mot par mot ou est-ce qu'ils l'ont fait par dérivation? Est-ce qu'ils ont fait ça en réfléchissant sur les connexions entre les mots ou bien est-ce qu'ils l'ont fait de manière mécanique, par la mémoire, etc. Donc, il y a toute cette question de comment nous vivons la langue, comment nous vivons les mots, comment nous pensons dans les premiers mois, dans les premières années, qui n'est pas clarifiée. Alors, je passe à un autre aspect qui est un autre niveau, à savoir que les langues, effectivement, se corrompent. Prenons le cas des relations entre le français, l'espagnol et l'italien, par exemple, qui sont trois langues latines. Eh bien, on voit bien qu'il y a des variations entre ces trois langues qui sont tout à fait intéressantes à signaler. Par exemple, prenons les démonstratifs. En français, on dit ce, en espagnol, on dit este, en italien, on dit questo. En français, on dit ce pour le masculin et set pour le féminin. Et donc, déjà dans le set, il y a déjà un T qui a disparu au masculin et qu'on retrouve dans este et dans questo en espagnol, en italien et en espagnol. En revanche, on a remarqué que en espagnol, on commence par este, donc il y a la consonne initiale qui a disparu et qu'on retrouve pourtant dans set et dans questo. Donc l'espagnol est connu comme étant une langue qui perd ses lettres initiales. Je l'ai déjà signalé, par exemple, au lieu de dire pleurer, on dit llorar, au lieu de dire pleuvoir, on dit lluever, etc. Ou par exemple, au lieu de dire fils, on dit hijo. Hein, au lieu de dire germain, on dit hermano, pour dire le frère d'ailleurs. Et donc l'espagnol, lui, il coupe les premières lettres et les premières consonnes, alors que le français, lui, aurait tendance à couper les consonnes finales. En tout cas, à ne pas les faire entendre. On vient de donner le cas de ce démonstratif, qui au féminin dit set, et on voit bien que le ce est une contraction de set, comme dans bien des cas, grand et une contraction de grande, etc. Il faut aussi signaler que le singulier est souvent une contraction du pluriel. Je veux, nous voulons, en français. Je sais, nous savons, etc. Je peux, nous pouvons. Il y a quelque chose de restreint au singulier, tout comme il y a quelque chose de restreint au masculin. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails pourquoi il en est ainsi, mais c'est comme ça. Donc, conclusion, d'une part, la langue, si elle n'est pas comprise de manière intelligente, n'est pas vraiment une école de rationalité.
c'est plutôt comme ça, on apprend les mots. Par exemple, très souvent, aujourd'hui, par exemple, je me prends conscience que tel mot dérive de tel mot, alors que je n'avais pas appris comme ça. Par exemple, en hébreu, totsa'a, résultat, vient du verbe yotse qui veut dire sortir. Bon. Quand j'ai appris totsa'a, je n'avais pas pensé à yotse. On pourrait multiplier par 1000 les exemples de ce genre. L'étymologie n'est pas l'élément essentiel, les dérivations ne sont pas l'élément essentiel de l'apprentissage d'une langue en général. La seule exception, c'est effectivement les conjugaisons. Là, dans les conjugaisons, l'enfant apprend je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. Bon, ça, il l'apprend. Mais en dehors de cela, les connexions qu'il fait entre les mots sont très très faibles. Et d'ailleurs, quand on apprend une langue étrangère, on fait mieux fonctionner son cerveau que quand on apprend une langue maternelle. Donc tout ça est très relatif. Donc pour terminer, je rappellerai donc effectivement cette dimension visuelle. L'enfant a une mémoire visuelle, il voit des êtres, des personnes, des objets, etc. Il les visualise, il n'a pas besoin de les nommer. Il peut même les désigner, il peut les montrer, et là non plus il a besoin de les nommer. Donc l'idée de nommer, qui est intrinsèquement liée à l'idée de langue, d'apprentissage de la langue, est une idée qui finalement n'est pas du tout indispensable. On pourrait communiquer sans la parole. La parole vient en second, elle est quelque chose qui n'est pas si évident que cela. On pourrait en débattre évidemment, mais on voit bien que le visuel peut précéder la langue, l'apprentissage de la langue, et que le visuel a une dimension universelle que n'a pas l'apprentissage d'une langue particulière. Et en ce sens-là, croire que parce que nous avons acquis une langue, nous faisons partie d'un même ensemble, qu'il suffit d'apprendre une langue pour faire partie de tel et tel pays, tout ça reste à débattre.